Découvrez une interview de Chantal Leng qui va nous partager énormément d'informations hyper intéressantes. Et en l'occurrence, comment trouver des crypto-monnaies hyper prometteuses avec sa stratégie pour les trouver en très peu de temps. Ensuite, quelles catégories sont sous-évaluées en ce moment et qui du coup ont un potentiel de gain important parce qu'elles vont du coup logiquement rattraper leur retard. Pareil pour certaines crypto-monnaies qu'elle va citer qui sont sur des super bons points d'achat et qui ont un potentiel encore hyper intéressant. On va parler aussi de la norme ISO 20022, ce qu'elle en pense, etc. Par exemple du XRP, du XLM. On va avoir son avis sur le sujet. Elle va nous dire lesquelles cryptos il ne faut surtout pas acheter selon elle parce qu'elles n'ont aucun avenir. Je lui pose aussi la question, est-ce qu'elle a commencé à prendre des profits en ce moment? Est-ce qu'elle est réinvestie et comment elle fait pour prendre des profits? On voit aussi quels sont ces indicateurs qui lui permettent de déterminer quand on sera au top, au pic de la bulle pour ensuite retomber en bear market, des indicateurs qui nous permettent de vendre une bonne partie de nos cryptos proche du top. On va même parler à un moment de la richesse de Chantal Leng. Donc écoutez bien jusqu'au bout puisqu'elle nous parlera un petit peu de ce sujet. Elle nous partagera aussi son avis concernant les NFT et plein d'autres pépites que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir des analyses sur le Bitcoin et les crypto-monnaies principalement via ma chaîne YouTube. Et pour finir, sachez qu'à la toute fin de cette interview, Chantal parle un petit peu de ses produits et services. D'ailleurs, j'ai réussi à vous avoir un code promo de 10% sur tout ça. Si ça vous intéresse, on en reparlera de toute façon tout à la fin de cette interview. Allez, c'est parti, bonne dégustation. Et avant de commencer, bonne nouvelle, Chantal vous offre un cadeau qui va vous permettre de trouver les crypto-pépites du prochain marché haussier qui arrive et qui a déjà commencé. Donc c'est un tuto simple en 8 étapes efficaces qui vous permettra vraiment de trouver des crypto-pépites pour le prochain marché haussier. Donc pour y accéder, c'est simple. Vous avez, et c'est totalement gratuit, hein, vous avez le lien qui est sous cette vidéo. Inscrivez-vous en l'espace de quelques secondes et vous allez recevoir tout de suite par email eh bien, ce cadeau gratuit. Allez, inscrivez-vous, c'est juste en dessous et on commence l'interview maintenant. Je suis Chantal Leng. Je suis formatrice pour les investisseurs crypto. Je suis aussi advisor dans des projets blockchain. Je suis aussi membre de l'équipe pédagogique de la Blockchain Business School. Dans le passé, j'ai formé des centaines de chefs de projets blockchain. Oui, je suis là depuis début 2017, donc j'en suis à ma troisième bulle et j'adore ça. Et depuis 2 ans, j'ai créé un logiciel de scoring qui s'appelle Les Scores de Chantal et en anglais cryptoscores.com. Je le sais déjà depuis de nombreuses années dans des gros fichiers Excel, mais là j'en ai fait un vrai logiciel depuis 2 ans. C'est 2 ans de ma vie ce truc-là à fond parce que j'adore mettre des notes sur les projets crypto. Donc j'ai des monstres de bases de données qui font des millions de calculs à la seconde, qui collectent des tas de données. Donc je mets à jour plus de 7600 cryptos tous les jours avec des scores et des notes et des codes couleurs et tout ça. Et mes apprenants, ils adorent ça. Voilà. Énorme. Ben, on en reparlera à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, j'ai 15 questions que j'ai listées, donc vous allez voir, ça va être passionnant, pour aider un maximum la communauté. Et la première question, c'est quelle catégorie est sous-évaluée actuellement selon toi et qui a un potentiel de gain, du coup, assez important, donc que peu de personnes parlent actuellement? La finance décentralisée Ethereum. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai présenté dans mon groupe privé les agents IA. Et juste après, ça a explosé. Il y a le gaming qui est aussi sous-évalué. Il y a eu une toute petite montée là récemment, mais il est encore sous-évalué. Il y en a plein qui sont sous-évalués en fait. Oui. Alors, dans ce qui est finance décentralisée, toi, tu préfères investir dans l'infrastructure, donc c'est-à-dire une blockchain, Arbitrum, Solana, Ethereum, etc., ou les applications qui sont construites dessus, parce que les applications qui sont construites dessus, c'est plus un pari plus risqué que l'infrastructure, puisque de toute façon, tout le monde est obligé de se construire sur cette infrastructure. T'en penses quoi? Les deux, mon capitaine. C'est juste qu'il faut filtrer parce qu'il y a aussi beaucoup de projets pourris. Il y en a beaucoup qui sont
limite Ponzi dans le sens que ils créent beaucoup de tokens pour distribuer, pour rémunérer, récompenser les apporteurs de liquidités. Et du coup, il y a énormément d'inflation et du coup, ils dépendent de cette inflation, etc. Un peu comme le gouvernement, comme nos gouvernements qui impriment de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Voilà. Donc ça, Oui. c'est pas quelque chose qui, alors ça peut être intéressant pour du trading court terme s'il y a une annonce de airdrop ou un truc comme ça. Mhm. Mais moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas de trading. J'ai pas le temps de rester toute la journée devant les courbes. Donc, je fais plus de l'investissement. Donc, je repère des projets qui vont être solides sur plusieurs mois jusqu'à la prochaine pointe de bulle, la vraie, celle qui est tous les 4 ans, hein, qui théoriquement sera en 2025. OK. Donc, ceux qui sont suffisamment solides pour continuer tout du long et être bien positionnés en pointe de bulle. Donc là, mon chouchou, c'est AAV. Il est déjà monté, mais c'est des cacahuètes. Il mérite Oui. beaucoup. Les gens se rendent pas compte comme il est bien. Voilà. Donc, donc ça, il y a l'infrastructure, donc Ethereum, par exemple. Et Mhm. puis, les outils qui font des prêts, des emprunts, qui font des tas de choses, ben, là, il y a l'excellent exemple avec AAV. Et au niveau de l'écosystème, il y a Base, tout l'écosystème Base qui est énormément porté par Coinbase. Mhm. Et Coinbase, il faut pas oublier que lui, il rassemble les sous de la plupart des ETF. C'est le plus gros OTC de l'Occident. Hein, pour ceux qui veulent, les gros comptes qui veulent faire des transactions de compte à compte sans passer par le carnet d'ordre. Donc, je pense que Base va continuer à super bien performer, entre autres pour les projets d'intelligence artificielle. Et du coup, les investisseurs vont petit à petit avoir confiance dans l'écosystème Base, mais Base n'a pas de token. Alors, comment investir sur Base? Il y a une astuce. C'est parce que Base fait partie de la fameuse superchain, Optimism Superchain, à côté de plein d'autres blockchains d'ailleurs qui sont hyper compatibles entre elles. Et toutes celles qui sont dans la superchain doivent reverser une portion des bénéfices et 15% des frais de transaction à Optimism. Donc, ça va bénéficier à Optimism. Voilà, donc je suis bullish non seulement sur AV, mais aussi sur Optimism. Et alors là, c'est très indirect parce que sur Optimism, il y a beaucoup de choses, mais je pense que la finance décentralisée dans l'écosystème Ethereum va s'appuyer sur tout ce qui est au premier niveau directement sur Ethereum parce que les gros comptes, ça les dérange pas du tout les frais de transaction. Et puis, ça va s'appuyer aussi sur tout ce qui est dans Base, parce qu'ils ont confiance dans Coinbase. Et puis que les frais de transaction sont très bas. Et alors, tous ceux qui font du trading, les gros comptes court terme, très gros comptes, très court terme, eux, ils vont préférer Base à cause des frais de transaction. Et ça bouge aussi beaucoup d'argent. Mhm. Génial. Merci beaucoup. Donc oui, c'est blockchain. Ensuite, l'écosystème Base, donc Optimism, voire même peut-être les applications sur Coinbase comme Aerodrome, trucs comme ça. Très bien. Le gaming et la finance décentralisée sur Ethereum, en l'occurrence AAV. Ouais. Après, il y a Solana qui marche très très bien. Il y a PIC, PEAQ, qui va probablement devenir le premier ou un des premiers tokens d'Epine, du narratif d'Epine. Euh, Vraiment, je suis très bullish sur PIC. Il est déjà très cher, mais il va encore beaucoup monter, à mon avis, probablement. Et du coup, je suis bullish aussi sur l'écosystème Solana. Évidemment, on a bien vu, il y a beaucoup de monde dessus. Surtout les nouveaux venus qui n'y connaissent rien, ils viennent directement sur Solana pour acheter des mèmes avec un wallet fantôme. Mais je suis très bullish sur Jupiter. Je viens d'acheter du Jupiter. Donc, parce que lui aussi, il est sous-évalué et il fonctionne très, très bien. OK. Ah, il y a un autre narratif vraiment intéressant, c'est la finance décentralisée sur Bitcoin. Voilà. Le problème, c'est que c'est le Far West, c'est beaucoup moins décentralisé que ce que le nom indique, et on se retrouve pour la DeFi sur Bitcoin dans la même situation qu'en été 2020 pour la DeFi sur Ethereum, où c'était le Far West avec tous ces noms alimentaires qui explosaient, qui se faisaient hacker, c'était du grand n'importe quoi. Eh bien, en fait, le grand public ne se rend pas compte que ils sont débutants dans la finance décentralisée sur Bitcoin. Alors bon, ils peuvent quand même bénéficier de l'expérience de leurs grands frères, mais il y aura aussi des pleurs et des grincements de dents, des hacks, parce que c'est pas vraiment décentralisé. Par contre, ça bénéficie du mot Bitcoin, donc je pense que ça aura du succès. Je crois aussi. Donc maintenant, deuxième question. On a parlé des catégories sous-évaluées. D'ailleurs, ouais, on a eu super beau contenu.
Et maintenant, est-ce que tu aurais une ou deux cryptos sous-évaluées actuellement, mais qui a un potentiel encore incroyable parce que c'est souvent les questions que j'ai en ce moment. Jonathan, tout explosé, quelle crypto a fort potentiel qui n'a pas encore trop explosé? Est-ce que tu en aurais une, par exemple? Ben, il y a, ben, je disais, hein, par exemple, AAV, Jupiter, Hmm. Aérodrome. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Akash Network, Axelar, ANKR. Il y a Nosana qui est sur Solana. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai partagé à mon groupe privé récemment? Liquidity. Liquidity, qui est dans la finance décentralisée sur Ethereum, qui est petit, hein, 161 millions hier soir, quand j'ai regardé. Donc, voilà. Alors maintenant, comme tu le sais, en ce moment, tout le monde parle de la norme ISO 20022, puisque XRP a fait son pump, puisqu'il y a des nouvelles barrières qui vont être cassées concernant Ripple, etc. Donc j'aurais bien aimé savoir ce que tu penses de cette norme ISO 20022 qui normalement sera appliqué dès 2025, qui va mettre à jour un peu le système bancaire. Et donc, certaines cryptos sont aux normes de cette ISO 20022. Et donc, il y a XRP, HBAR, XLM, XDC, XVG, Algo, Quant. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ça a un potentiel ou pas? Je pense que c'est bon pour faire pumper le prix. C'est un effet d'annonce. Je ne pense pas que ça aura un gros impact sur l'utilisation réelle de ces cryptos-là. Si tu prends XRP, tu le compares avec Solana, XRP est terriblement lent en comparaison, en nombre de transactions par seconde. Et puis, autant les logiciels Ripple peuvent être intéressants et utilisés, autant la crypto XRP n'est pas nécessaire pour utiliser les logiciels Ripple. Elle est facultative, elle est juste pour un des logiciels et finalement, elle est très peu utilisée. Si tu regardes dans la blockchain, elle est vraiment très peu utilisée. Voilà. Donc, tout ça, c'est des effets d'annonce. C'est un petit peu presque, presque comme des mèmes, quoi. C'est une communauté magnifique, XRP, une communauté enthousiaste, très active. Les nouveaux venus, ils adorent la thématique de la crypto des banques, mais je pense pas que ça ait un vrai impact sur l'utilisation de XRP. Euh, et ce que je regarde pour juger le potentiel de toutes ces cryptos que tu viens de citer, c'est qui est-ce qui les utilise vraiment et est-ce que les fonctionnalités sont supérieures à ce que proposent les concurrents? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui construisent par-dessus? Quel est l'écosystème? Donc voilà, il y a des thématiques qu'il faut étudier soigneusement. Et si j'avais du XRP, j'aurais déjà pris des bénéfices et j'aurais mis un stop loss sur le reste. Bien sûr il y a des moments, il va exploser, hein. Surtout que l'avantage avec XRP, c'est qu'il est un peu décorrélé. Et il pump pas au même moment que les autres. Oui, c'est Ouais, ça. mais c'est quand même de la poudre aux yeux. Il n'apporte pas grand-chose à l'écosystème, à part de l'enthousiasme. Voilà. Et en fait, leur but à ces blockchains compatibles avec cette norme, c'est de réceptionner la création des CBDC, monnaie digitale de banque centrale, sur leur blockchain. Donc au final, c'est pas peut-être tant leur token ou leur coin qui sera utilisé, mais ça peut faire les fondations des CBDC. C'est un peu ça peut-être leur idée, comme Oui, ben Algo, Stellar etc. aussi, par exemple. Stellar, que j'ai beaucoup plus d'affection pour Stellar parce qu'ils ont aidé beaucoup d'ONG à aider des tas de gens sur la planète pour faire des transactions pas chères, en particulier pour la remittance. Tu sais, ces travailleurs qui partent à l'étranger, un membre de la famille qui envoie de l'argent dans la famille. Ouais, enfin bref, Stellar est un fork de XRP. Ils ont la même base, mais ils ont des activités complètement différentes. Mais Stellar aussi prétend qu'ils ont comme objectif travailler avec les CBDC. Mais comme tu viens de le dire très justement, Jonathan, c'est pas parce qu'ils vont utiliser le code que les gouvernements vont utiliser la crypto. Alors maintenant, une question un peu philosophique. C'est concernant Satoshi Nakamoto qui a écrit son white paper dont le titre c'est Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Donc, en gros, il veut faire une sorte de monnaie échangeable de personne à personne. Mais au final, aujourd'hui, 90%, même plus du volume, c'est de la spéculation dans le but de faire de l'argent. Mais
on l'utilise moins pour s'échanger entre particuliers ou pour acheter sa baguette de pain. Et peut-être qu'à l'avenir, pareil, Bitcoin natif sera pas utilisé pour acheter sa baguette de pain. On utilisera peut-être le Lightning Network qui n'était pas prévu dans le white paper. Donc, est-ce que Satoshi a échoué dans sa mission? Est-ce que le Bitcoin sera plutôt une réserve de valeur ou un actif spéculatif ou une monnaie à venir selon toi? Excellente question. Hmm. Est-ce que le HTML a échoué dans sa mission? Alors que tout le monde utilise par-dessus le HTML, du JavaScript, du Python, du machin, du truc. Non, il n'a pas échoué. Ça n'empêche pas qu'on peut le compléter. Donc, ceux qui s'intéressent à Lightning Network, je leur recommande d'étudier les livres de Andreas Antonopoulos, qui lui, au départ, était un puriste du Bitcoin, mais qui ensuite a sorti un livre sur Ethereum et un autre livre sur Lightning Network. Personnellement, j'ai passé 5 semaines au Salvador l'année dernière et j'ai tout payé en Bitcoin avec justement le wallet Lightning Network sur mon téléphone. Donc, j'ai téléchargé l'app BTC Map et je regardais, OK, autour de moi, qui c'est qui accepte Bitcoin. Et ben, j'allais favoriser ce restaurant, ce laundry, cet hôtel. Et j'ai tout payé en Bitcoin. Et alors, le commerçant, je vais acheter, je sais pas moi, 1 litre de jus de pomme. Le commerçant, il me montre le QR code. Moi, je scanne le QR code avec mon téléphone depuis l'app Lightning Network et immédiatement, mais une fraction de seconde, immédiatement, il a reçu le Bitcoin et il peut l'utiliser. C'est très efficace, Eh oui. c'est immédiat, c'est très facile et les frais de transaction sont à peu près nuls, à peu près zéro, quasiment. Ah oui, Lightning Network, c'est vraiment un éclair, tac. On Ouais. reçoit instantané les fonds. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Ouais, donc je pense pas que Satoshi a raté son coup. C'est vraiment un peer-to-peer cash system. Quelqu'un qui a une fortune en Bitcoin et qui est menacé peut très bien changer de pays. Si par exemple il était dans une faction qui ne plaît pas au gouvernement au niveau politique ou je sais pas quoi, il peut très bien changer de pays avec les 24 mots dans sa tête sans absolument rien Mm. dans les mains et recréer son wallet Bitcoin ailleurs. Et s'y est pris correctement pour la création et du wallet, eh bien, on ne saura même pas que lui est lui. Et il pourrait pas faire ça avec des lingots d'or C'est à vrai. l'aéroport, tu vois. Donc, franchement, c'est assez génial. Il y a beaucoup de gens qui demandent à être payés en Bitcoin. Comme ça, ils n'ont même pas besoin de les acheter. Ils les reçoivent Mm. de plus en plus, surtout les jeunes. C'est vrai. Bah, merci pour ce point. D'ailleurs, un point très positif, c'est que bah, Trump est arrivé au pouvoir et c'est bon en tout cas pour le marché des cryptos. Et selon toi, à quel point la politique positive de Trump sur les cryptos peut avoir sur le marché des crypto-monnaies? Parce qu'ils veulent faire plein de choses intéressantes et t'en penses quoi de tout ça? Alors, il est très patriotique, donc il favorise les cryptos qui sont immatriculés aux États-Unis. Il a très très bien compris, et on l'a vu quand il était président, il a très bien compris que l'énergie, c'est la clé. Donc, il va faire en sorte que son pays ait beaucoup d'énergie à bas prix, ce qui est bon pour le minage de Bitcoin, mais c'est bon aussi pour avoir des entreprises florissantes. Oui, Il est probable que le dollar va mieux se porter pendant les 4 ans à venir que si c'était pas lui qui avait été élu. De toute façon, quelle que soit la faction qui est élue aux États-Unis, on a vu historiquement que ça n'a pas empêché la bulle qui venait après, hein. Ok, donc ouais, je pense que c'est pas mal. Il faut pas oublier, bon, l'Europe suit ce que fait les États-Unis, hein, comme un petit toutou bien obéissant. oui, Au niveau des banques centrales, je veux dire, hein, pas au niveau de chaque personne en tant oui, que qui n'en fait peut-être qu'à sa tête, mais au niveau des banques centrales. Euh, mais il faut pas oublier que si tu prends tous les habitants des États-Unis et tous les habitants de tous les pays d'Europe, tous ensemble, ça fait un paquet de gens, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est seulement un huitième des habitants de la planète. Et il y a énormément d'argent en Asie, par exemple. Et l'Inde est en train de monter à toute vitesse. Donc, et l'Afrique aussi se réveille. Donc, franchement, ça va faire monter le prix de certaines cryptos,
Mais il y a d'autres facteurs, comme l'impression monétaire en Chine, au Japon, etc. Il y a d'autres facteurs qui vont faire monter le prix d'autres cryptos. C'est très marrant de regarder les fuseaux horaires, en fait. J'ai des outils qui calculent les fuseaux horaires pour savoir quelles sont les régions du monde qui achètent telle et telle crypto. Et je rajoute des points dans mes scores à ceux qui Mm, sont très actifs en Asie. mm. Ouais, je vois. Et moi, je pense concernant la politique de Trump, bah, il y a une de ces sénatrices, je crois, qui veut que le gouvernement américain achète 1 million de bitcoins. 1 million, tu te rends compte, il n'y en a que 21 millions. Et encore, il y en a plein de perdus et tout n'est pas miné. 1 million, et si les États-Unis font ça, bah, les autres pays vont faire ça avant même ou après. Et donc, du coup, il y aura la ruée vers les cryptos, et en l'occurrence le bitcoin, qui fait que je pense, avec la régulation positive et ces chaînes cassées, je pense que du coup, ça peut l'envoyer assez haut, ce fameux Bitcoin. On verra bien. En fait, on avait, lors de la dernière bulle, là, la double bulle de 2021, on avait le narratif «les institutionnels arrivent». Et c'était juste un narratif. Il y en avait qui arrivaient, mais c'était une toute petite minorité. Et le narratif de la dernière fois provoque la montée réelle qu'on a maintenant avec les ETF et les vrais institutionnels qui arrivent vraiment en masse. Le Mm. FOMO, institutional FOMO, là, il panique. La smart money qui se croit très smart, en vérité, elle est en retard parce que nous, on est plus smart qu'on était là avant. Oui, ah oui, oui, Le narratif de 2021 permet la montée de la bulle actuelle. Et le narratif de maintenant, les gouvernements achètent, va probablement permettre la montée réelle de la bulle suivante. Mm. Ah Mais il oui, va déjà y et avoir quelques gouvernements qui vont commencer déjà maintenant, tu vois. c'est ça. Et on va voir dans quelques mois ou trimestres ou années, ah, tel gouvernement a déjà X milliers de Bitcoin ou X centaines de Bitcoin. Et c'est vrai que quand tu regardes la proportion de personnes qui possèdent, enfin, qui possèdent les Bitcoins actuellement, la majorité, c'est des personnes comme toi et moi, c'est des particuliers. C'est ça qui est beau, je En trouve. nombre, oui, tu as raison. En nombre de comptes, oui. En volume, évidemment, c'est les gros comptes qui en ont le plus. Bah, Mais je en suis nombre pas de sûr comptes, parce que quand tu regardes le nombre de d'ETF, même ETF achetés par peut-être même des particuliers, c'est pas tant que ça. Je crois que c'est 5 ou 6% de tous les bitcoins. Donc c'est très très faible en fait aujourd'hui. Du coup, je me dis, il y a encore de la place pour que d'autres arrivent, quoi. Parce que les yes, petits vont peut-être il est très vendre. bien. Dans le sens, il est vraiment décentralisé auprès de beaucoup, beaucoup de monde. Tu as raison dans ce sens-là. Ouais. Hmm. C'est ça. Donc moi, je suis assez positif, forcément. C'est pas très objectif. Alors, mon autre question, c'est quelle crypto il ne faut surtout pas acheter actuellement selon toi? Je dirais par exemple les forks de Bitcoin et de Ethereum, comme Hmm. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, etc. Il n'y a pas d'écosystème, il n'y a personne qui construit par-dessus. Les développeurs qui les tiennent à jour, bon, ils regardent un petit peu qu'est-ce qui est modifié sur Bitcoin, ils font deux, trois mises à jour, mais la plupart du temps, il n'y a quasiment pas de mise à jour. Et c'est mort, quoi. De temps en temps, ils font un petit pic parce que il y a le mot Bitcoin dedans ou le mot Ethereum dedans, mais ça vaut rien, ça vaut rien. Alors, Ouais. moi, j'ai une théorie là-dessus. Je me dis qu'en fait, le Bitcoin, quand il va dépasser les 100 000 $, les gens, ils vont se dire, je vais pas acheter un pouillème de Bitcoin, j'ai 100 balles à investir, je vais pas acheter un pouillème de Bitcoin. Donc les gens, ils vont se dire, bah ouais, mais j'aimerais bien avoir du Bitcoin parce que c'est rare, les gens, ils veulent des trucs rares, t'as un peu un statut quand tu possèdes du Bitcoin. Et donc ils vont se dire, bah je vais chercher un truc qui ressemble au Bitcoin. Tiens, Bitcoin Cash, allez, je vais acheter. Et je me dis que par leur ignorance et leur incompétence, de la masse qui arrive en pointe de bulle, je me dis qu'ils pourraient prendre de la valeur sur ce point-là. Ça pourrait être intéressant pour du trading de momentum, Oui, voilà. mais C'est pas pas pour un truc l'investissement, long terme. Hmm, c'est ça. Ma spécialité, c'est l'investissement, c'est pas le trading de momentum. hmm, je vois. Moi, c'est faire du cash, mais avec de l'investissement quand même. Donc, alors, ensuite, on va parler un peu de tes erreurs dans les cryptos. Tout le monde a fait des erreurs.
On en fait toujours, c'est normal, même si on est là depuis longtemps. Selon toi, quelle est ta meilleure erreur dans les cryptos qui t'a appris le plus ou peut-être coûté le plus aussi parce que c'est comme ça qu'on apprend? Alors, le coup classique, ma première bulle, j'ai pas assez vendu en pointe de bulle. Oui. Et en plus, à l'époque, j'avais pas la méthode que j'applique maintenant et que j'enseigne de récupérer la mise de départ en vendant la moitié des tokens à x2 ou bien en vendant un quart des tokens à x4 selon la taille de la crypto, de prendre des bénéfices à x10, x20, etc. selon la taille de la crypto et de garder seulement 25% pour la pointe de bulle. Maintenant, j'ai ma stratégie, tu vois. Et je fais travailler l'argent. Quand je prends des bénéfices, je le réinvestis dans une autre crypto. Et je fais travailler l'argent. Et ce qui fait que j'arrive en pointe de bulle avec une situation financière très différente. Et avant, je gardais. En 2017, je gardais, ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. Les gens que je suivais disaient ouais, il y a les mains fortes, les mains faibles. Vous êtes une main de diamant si vous conservez et puis que vous buy the dip, etc. Et on était fiers de conserver sans vendre. Et c'était pas le bon plan. Personne s'est jamais appauvri en prenant des bénéfices. Donc, et donc, alors heureusement, fin décembre 2017, j'ai vendu un petit peu de crypto, un petit peu de toutes celles que j'avais, et j'ai acheté des petits lingots d'or que j'ai mis en sécurité. Tu sais, les petits lingots de 5 grammes à 200 Mm. euros. Ça m'amusait beaucoup, c'était plus émotionnel qu'autre chose. Après, quand tout est retombé, bah, j'avais quand même encore une grosse partie, tu vois. Et donc ça, c'était une erreur qui m'a beaucoup appris. Ouais. Je suis d'accord, c'est vrai que pas vendre durant la hausse, c'est le regretter quelques mois ou quelques trimestres plus tard. Puisque c'est vrai qu'à court terme, on voit le train partir sans nous. Mais il faut pas se dire ça, c'est exactement la phrase que tu as dit que j'adore. C'est personne s'est appauvri en prenant des bénéfices. On ne peut pas perdre de l'argent en prenant des bénéfices. On peut que en Ouais. gagner. Donc Et du maintenant, coup, on a quand même de bons indicateurs de pointe de bulle. Hein. oui, d'ailleurs, est-ce que tu en as par hasard? Ah ouais, ouais, mais il y en a plein, il y en a plein. Moi, j'enseigne ça au chapitre 5. Alors, il y en a pas mal qui sont sur Glassnode, mais il y en a plein aussi qui sont simplement sur TradingView. Hein. Déjà, rien que tu regardes visuellement le prix, quand il est un peu vertical, il faut se méfier, quoi. Donc, moi, j'enseigne une méthode là, oui. Après, c'est 1 heure par semaine pour le suivi du portefeuille et tout ça. Et au passage, mes apprenants, 1 fois par semaine, ils doivent regarder certains graphiques pour vérifier si on est en pointe de bulle. Et quand on est en pointe de bulle, là, je leur dis, c'est pas 1 heure par semaine, c'est 1 heure par jour. Parce que vers la pointe, on peut doubler le bag. Et alors après, quand on est vers la pointe, là, la stratégie, elle est complètement différente. Donc là, on récupère les 25% parce que je mets 25% de tout ce que j'achète sur une clé Ledger hyper sécurisée que je réserve pour la pointe de bulle. La vraie, hein, pas les pointes intermédiaires, la vraie qui est tous les 4 ans. Donc ça, dès que j'estime qu'on s'approche de la pointe de bulle, je le ressors, je mets des ordres de vente progressifs. On n'attrape jamais l'extrême pointe. Donc on peut mettre des ordres de vente progressifs et après, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que après, quand ça redescend, on peut aussi mettre des ordres de vente progressifs. Et si on vend dans la descente, on aura vendu au même prix que dans la montée, hein. C'est C'est les mêmes ça. prix, hein, c'est juste un peu plus tard. Donc voilà, et si on le fait proche de la pointe de bulle, c'est déjà génial. On n'a pas besoin d'être pile sur la pointe de bulle. Quand on essaie d'attraper les plus hauts et les plus bas extrêmes, on est paralysé, on ne fait plus rien. C'est horriblement anxiogène. Mm. C'est pour ça que moi aussi, je dis, c'est bien de vendre un peu trop tôt et c'est bien de vendre aussi un peu trop tard. Et peut-être par miracle, tu arriveras pile au milieu, sur la pointe de bulle, mais faut pas essayer de chercher ça, vendre un peu trop tôt et un peu trop tard. On sera déjà bien content quelques trimestres plus tard quand tout aura craché. Est-ce que tu aurais un outil gratuit sur TradingView, par exemple, ou autre, qui peut nous aider là à trouver la plus ou moins proche de la pointe de bulle? Ah oui, le plus connu, c'est le Pi Indicator, PI. Mhm. PI Indicator. Bon, il a bien marché. C'est vrai. À chaque fois, il a donné les pics à 3 jours près. Donc c'est Ouais. vrai que ça, c'est Pi Cycle Indicator. Alors Pi Cycle Top Indicator, parce qu'il y a aussi le bottom. C'est vrai que ça, c'est un outil gratuit et intéressant. Mais en fait, je montre.
une dizaine d'outils dans le chapitre 5 de ma formation. Oui, d'ailleurs, pour rappel, si vous êtes intéressé par la formation méga complète de Chantal, eh bien, vous avez le lien juste en dessous. Et puis, cette formation, il y a un petit cadeau avec, Oui, ou il y a pas? un code de Oui, réduction qui donne merci. 10% de réduction pour ton audience. Et c'est valable jusqu'au 31 décembre. Très important. Donc, merci Chantal pour ça. Ça fait plaisir, un petit 10% avec le code qui est juste en dessous. Voilà. Alors, ensuite, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de blockchain. Quelle est selon toi la meilleure blockchain et les blockchains que tu utilises vraiment régulièrement? Ça dépend pour quoi faire. La meilleure blockchain pour tout ce qui est d'épines, c'est Solana. La meilleure blockchain pour tout ce qui est trading actuellement, c'est Solana. La meilleure blockchain pour mettre des objets de valeur, je sais pas moi, tokeniser un immeuble, RWA solide, c'est Ethereum. La meilleure blockchain pour la finance décentralisée pour les gros montants, c'est Ethereum. La meilleure blockchain pour l'intelligence artificielle en ce moment, c'est Base. La meilleure blockchain pour les mèmes, c'était Solana et ça commence à arriver sur Base. Cool, hyper intéressant. C'est vrai qu'une blockchain peut avoir son utilité, comme je pense à IMX, qui a son utilité spécifique au gaming. C'est vrai que c'est intéressant, oui. Il est déjà un peu cher, IMX, je trouve. Oui. Et puis quand tu Donc, regardes son prix au market cap et pas son prix normal, mais l'évolution de son market cap, il est déjà très très haut en termes de market cap, donc ils ont imprimé plein de tokens. Il faut faire attention aussi à analyser ça, quoi. C'est ce que je me tue à dire à ma communauté. Le prix, ça veut rien dire. On s'en fiche du prix, ça veut strictement rien dire parce qu'ils peuvent imprimer des tokens ou en brûler. Il faut regarder le market cap, c'est ça qui dit la vérité. market cap, oui, et aussi le FDV. Combien il Oui. existera de... Enfin, quand ils auront distribué tous les tokens, combien ça fera de market cap avec le prix C'est actuel. Voilà. Voilà. Et en même temps, la tokenomie, puisque ils peuvent imprimer des tokens, libérer des tokens très rapidement, ou sur 100 ans, ou sur 200 ans même, pour certaines cryptos. Donc du coup, s'il a une énorme valeur totale, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Le FDV, Ouais, mais en français, Fully Diluted Value, la valeur totalement diluée. voilà, la valeur totale non diluée. Si elle augmente de manière importante en très peu de temps, c'est pas bon. Mais par contre, si elle augmente de manière importante en 100 ans, bah ça peut être accepté. Oui, alors tu sais, quand je dois définir quelle est la vraie valeur d'une crypto, pour savoir si elle est sous-évaluée, si elle m'intéresse à l'achat ou pas, eh bien, bon, je regarde un million de paramètres, l'équipe, la roadmap, la sécurité, enfin un million de trucs, et je définis un prix. Ensuite, je vais définir combien elle vaut, à mon avis, maintenant et combien elle vaudra quand elle aura réalisé tout ce qu'il y a dans sa roadmap. Donc en pointe de bulle, hein, du genre dans 6 à 12 mois. Ensuite, je regarde combien elle distribue de tokens dans les 6 à 12 mois qui viennent. Ok, je calcule toujours sur 12 mois, même si la pointe sera peut-être bien avant les 12 mois. Mais je calcule toujours sur 12 mois. Je dis, OK, par exemple là, OK, elle a déjà distribué 30%. Je regarde la courbe, je regarde les tokenomics. Je dis, OK, ben, en fait, elle sera à 60% dans 12 mois. Donc, elle va doubler le nombre de tokens en circulation en 12 mois. Donc, du coup, je divise par deux mes prétentions d'évolution du prix parce que ça fait une pression à la vente. Et puis, je multiplie par 3 parce que l'ensemble du marché va monter avec l'enthousiasme de la bulle. C'est ce qu'on a vu à chaque fois. Voilà, donc je fais ma petite popote et ensuite je me dis, OK, maintenant elle vaudrait tant. En pointe de bulle, elle vaudra tant si elle tient ses promesses. Et ça me permet de savoir si maintenant je veux l'acheter, est-ce qu'elle est sous-évaluée. Et ça me permet de savoir à quel niveau je mets mes ordres de vente. Et je prépare tout ça. Et en fait, tu sais, j'ai mon petit notepad qui est ouvert sur mon écran en même temps que le logiciel pour faire mon achat. Je prépare mon texte descriptif de cette crypto. J'indique à quel prix je l'ai acheté, à quel endroit je l'ai acheté, à quel niveau je mets les ordres de vente. Boum, je fais mon achat et en même temps, je publie dans mon groupe Crypto Expert Annonce sur Telegram. Je viens d'acheter tel truc, voilà pourquoi, voilà où je mets mes ordres de vente, etc. Le narratif, les détails. Et ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. J'ai l'impression
de jouer aux devinettes. Ouais. Mais ça, ce que tu as dit là, c'est hyper important. Les débutants, ils oublient ça. Et souvent, par exemple, ils disent, par exemple, le gala, genre, il y a beaucoup de personnes qui disaient, le gala, ah, s'il retourne à son ATH, il va faire un x34, et puis il va sûrement dépasser son ATH, donc il va faire un x50. Mais j'ai fait, mais ça n'a pas la tête. Regardez le market cap. Et en fait, en termes de market cap, il devait faire un x5, je crois, pour retourner à son ATH de market cap. Donc j'ai dit, oui, il va peut-être dépasser son ATH de market cap, donc faire x5, x6, x7, x10, mais il ne va pas faire x50 ni x34. Donc maintenant, parlons un petit peu de ton portefeuille. Combien tu es riche? Non, je rigole. Je pourrais le mettre au début, ça, pour faire un teasing. Ah, attends, mais il y a quand même un truc que je peux dire. Pour Oui, développer mon logiciel de scoring ces 2 dernières années, j'ai dépensé plus de 500 000 euros de ma poche. Je n'ai pas d'investissement. Je fais ça à titre privé. donc du coup, ça, c'est énorme. Mais je ne voulais pas parler en argent, c'est plutôt dans ton portefeuille actuellement, c'est quoi tes 5 cryptos que tu détiens le plus? Donc logiquement, tes cryptos les plus favorables où tu vois le plus de potentiel. En fait, il y a 8 cryptos que je recommande dans la formation. C'est la fameuse vidéo 3D. 8 grosses pour 10% du capital chacune. Et avec les 20% qui restent, je recommande de prendre des risques sur des petites pépites explosives. Et là, c'est la fameuse vidéo 3F que je mets à jour une fois par mois pour indiquer lesquels. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé pour expliquer à monsieur et madame tout le monde quelle est la meilleure méthode qui peut convenir globalement. Après, mes apprenants dans le groupe privé, ils voient tout ce que j'achète. Et là, j'ai des cryptos de toutes les tailles. Mais par contre, j'achète des petites quantités, tu vois. J'achète, la plupart du temps, j'achète pour 0,5% du portefeuille ou pour 1% du portefeuille. Pareil. Et, ouais, ouais. Et sauf quand c'est les 8 grosses cryptos. Et là, jusqu'au plus haut historique, jusqu'à ce qu'ils dépassent leur plus haut historique, je les garde. Ou alors même, je fais du DCA. Je continue actuellement le DCA sur Optimism et sur AAV. D'accord. Ok. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as commencé à prendre des profits actuellement? On est en décembre 2024. Est-ce que du coup, tu possèdes des stablecoins, un petit peu, beaucoup, ou pas du tout? Ok, alors je prends des profits de manière indolore, dans le sens que quand je fais mon achat, si cette crypto est sur un exchange de confiance, je mets tout de suite les ordres de vente pour récupérer la mise de départ, pour prendre des bénéfices, etc. Donc, j'ai régulièrement des ordres de vente qui se réalisent et je récupère des USDT très souvent. Et du coup, quand je veux faire un achat, bah, je prends les USDT qui sont là. Donc oui, j'ai des USDT. Il y a des périodes où j'en ai tout plein. Par exemple, janvier, février, mars 2024, j'ai plein d'ordres de vente qui se sont réalisés pour des cryptos que j'avais achetés en 2023. Et ensuite, pendant des mois, c'était un peu les vaches maigres. C'était plutôt une période où il fallait acheter, hein. Et là, mes apprenants qui ont respecté la méthode, ben pareil, ils avaient du cash pour racheter les points bas. Et ceux Hmm. qui étaient avides et qui disaient non, non, je veux pas vendre, ça va monter encore et tout, eh ben ils se sont retrouvés avec un portefeuille en rouge et ils n'avaient pas de cash pour racheter les points bas. Donc là, c'est quelque chose que j'aime donner en exemple pour motiver les gens à prendre des bénéfices. Donc, ma quantité d'USDT fluctue et c'est bien agréable d'avoir toujours du cash sous la main pour faire mes achats parce que j'ai régulièrement des ordres de vente qui se réalisent. Surtout là, ces derniers jours, c'est bien monté, donc j'en ai de nouveaux des qui se sont réalisés. C'est chouette. Super. Et du coup, est-ce que ce capital qui a été vendu, tu penses le réinvestir en partie ou en totalité, là, prochainement, ou tu les gardes parce que tu veux vraiment préserver tes bénéfices et pas les remettre à risque? Alors, mes apprenants, je leur fais étudier leur résistance au risque, leur profil d'investisseur au chapitre 2. Ceux qui ont une faible résistance au risque, je leur dis, n'achetez pas de crypto. Voilà. Ceux qui ont une résistance au risque moyenne, je leur dis, dès que vous avez récupéré la mise de départ, vous la récupérez en euros sur votre compte bancaire ou alors en stablecoin comme vous voulez, mais vous la mettez en sécurité et vous ne la réinvestissez pas et vous continuez seulement avec les bénéfices. Ceux qui ont une forte résistance au risque, eux, ils vont faire comme moi, ils vont réinvestir. Donc moi, je fais régulièrement des achats hein, et je les publie sur mon groupe privé Telegram. Des fois, j'en parle sur YouTube, mais la plupart du temps, c'est sur mon groupe privé Telegram.
Et ben là, mes apprenants qui sont dans le groupe privé Telegram, ils voient ce que j'achète au fur et à mesure. Et là, il y a des cryptos de toutes les tailles. Hier soir, moi j'ai fait fort. Hier soir, j'ai acheté 2 cryptos de 1 million de market cap. Mais ça, c'est vraiment rare, hein. C'est vraiment rare. Et j'ai mis plein de warnings. Attention, super spéculatif, super dangereux. Ce sont 2 cryptos qui ont un GitHub super actif, alors que leur Twitter est inactif ou quasiment inactif. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont l'air mortes, mais elles peuvent revivre ou pas. Et il se peut tout à fait qu'elles ne revivent pas du tout. Donc, mais j'avais envie de m'amuser et de me dire, bon, si je voulais trouver un fois 100, je ferais comment? Bah, j'ai 7 600 cryptos avec toutes les infos. Bah, j'en profite, je m'éclate. Oui. On va en parler dans un instant d'ailleurs de cet outil qui permet de trier, mettre en évidence les cryptos à fort potentiel. Mais avant ça, petite question concernant les NFT. T'en penses quoi? Est-ce que c'est mort? Est-ce que t'en as? Est-ce que t'achètes ou pas? Les NFT sont une vraie classe d'actifs qui va avoir de nouveau son heure de gloire, il n'y a pas de souci. J'ai des terrains de métaverse, Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels. Sandbox, ce sont mes préférés. Euh, Lors de la dernière bulle, j'ai fait x20 sur mes terrains Sandbox. Là, je ne sais pas si ça va remonter. Je pense que Decentraland et Sandbox plaisent aux gros comptes institutionnels. Il y a un moment, ça va peut-être remonter ou pas. Ça se prête assez bien au DCA d'acheter de temps en temps un petit terrain sur Sandbox, mais c'est pas du tout sous les feux des projecteurs. Donc c'est très risqué. On ne sait pas si ça va remonter, hein. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai comme NFT? Euh, et je sais qu'il y a les Pudgy Penguins là qui sont vraiment très sympas, qui ont une chouette communauté. J'en ai pas. Euh, j'ai hésité à l'époque à en acheter, puis après ils ont explosé, puis du coup j'ai renoncé. Voilà. Les NFT, je pense, vont être de plus en plus utilisés comme utilitaires, comme billet d'entrée à quelque chose, etc. Mais pour le moment, c'est trop compliqué à utiliser pour le commun des mortels, donc les volumes d'utilisation sont misérables. Si, je sais pas moi, tu vas acheter un billet d'entrée, il y a une conférence à quelque part, et que pour ça, tu dois acheter un NFT, il faut que tu aies un wallet, il faut que tu aies de quoi payer les frais de transaction, il faut que tu aies... je veux dire, tu vas passer une demi-heure à acheter ton billet alors que tu as l'habitude d'acheter un billet en 3 clics, en quelques secondes. Voilà, donc ça va. On est proche de l'adoption, mais on a besoin des outils beaucoup plus faciles. Et c'est en train de se mettre en place. Il y a tous les développements pour account abstraction, chain abstraction. Il y a plein de développements en cours qui vont faciliter l'arrivée du grand public. De plus en plus, il y a déjà des outils qui se lancent. On verra bien lequel réussira le mieux. Mais pour le moment, les NFT, c'est trop compliqué à utiliser pour le commun des mortels. Donc, il faut juste patienter un peu et tout d'un coup, il y aura, comment on dit, le Netscape moment, le moment, la killer app qui va faire que tout le monde aura ses NFT de manière tellement facile, sans même s'en rendre compte. Yes. Alors ensuite, moi j'ai un souci en ce moment, c'est concernant l'héritage. J'ai rien anticipé et si du coup je meurs demain, bah, mes cryptos sont perdus à jamais. Est-ce que toi tu as pensé à ce souci-là? Oui, j'ai pensé à ce souci, effectivement. D'ailleurs, j'ai 2 enfants. Et je pense qu'une bonne solution, c'est s'ils sont suffisamment grands, qu'ils soient formés, de leur faire suivre ta formation. Et puis aussi de travailler avec quelqu'un, un juriste ou quelqu'un qui s'y connaît. Je sais que Arnaud Toiti, on a parlé aussi, Arnaud Toiti à Paris, je l'aime bien. Je l'ai interviewé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Je vais Je sais l'interviewer prochainement. très bien, ouais, il est chouette. Oui. Euh, et donc, lui, il peut mettre des choses en place. Autrement, ben, il y a Ledger qui a sorti un produit qui permet justement de conserver les clés privées et d'avoir une méthode de récupération au cas où la personne disparaît, qui est pas trop mal foutue pour ceux qui acceptent de ne pas être décentralisés à ce niveau-là. Et ça peut bien dépanner, effectivement, dans ce sens-là, à condition que les gens de la famille sachent quoi faire, sachent qu'il y a une clé Ledger et qu'il y a des sous à récupérer.
Donc, Voilà. faut en parler, faut communiquer aussi avec ses proches. Il y a les solutions, mais il faut communiquer avec ses proches pour que, malheureusement, si ça arrive, bah, qu'ils soient au courant pour la récupération de ces cryptos. Oui, mais de la même manière que tu le ferais pour si tu as une, je sais pas, une assurance vie, si tu as plusieurs comptes bancaires, il Mm. y a un moment, il faut que tu fasses une liste et que tes héritiers aient accès à cette liste et qu'ils le sachent. Mm. Et ben, c'est la même sécurité pour les cryptos et qu'ils sachent juste, ils n'ont pas besoin de savoir beaucoup de choses, ils ont juste besoin de savoir qui contacter en apportant leur certificat d'héritier. Alors, il me reste plus que deux questions, enfin une question et après on passe à ta méthode pour trouver les cryptos forts potentiels. Donc la dernière question, du coup, c'est concernant les cycles. Est-ce que tu penses, avec ces ETF Bitcoin et les milliards qui sont entrés, est-ce que tu penses qu'il va toujours avoir ces cycles aussi intensifs qu'à l'époque? Donc du coup, ça nous fait une chute fin 2025 ou en 2026 de 80%. Et est-ce que du coup, enfin, à quel ATH tu vois le prix du Bitcoin en 2025? OK. Alors pour la TH, on n'a pas besoin de savoir ni à quel prix, ni à quelle date. On a besoin de savoir quoi surveiller et quoi faire. C'est ça le plus important. Je ne fais pas de prédiction à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on va largement dépasser les 100 000, il n'y a pas de souci. Euh, Ensuite, au sujet du creux qui va suivre, il y en a certains qui disent on va avoir un super cycle qui va durer très longtemps, un peu comme le SP500, etc. Non, je pense qu'on aura quand même encore une belle chute, surtout qu'il y a bien un moment où la finance traditionnelle, elle va devoir chuter. Donc, je pense qu'il y a tout qui va se casser la gueule à un moment donné. Mais je pense qu'on aura le temps quand même de faire notre jelly bull avant. Euh, je pense qu'on aura une chute. Logiquement, comme il y a des investisseurs de plus en plus gros et long terme, ben, la chute pourrait peut-être être moins élevée que ce qu'on a eu en pourcentage et qu'avec le temps, les multiples de chaque bulle comparé à la précédente sont de plus en plus raisonnables et les chutes sont aussi de plus en plus raisonnables. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui va se passer. Mm, carrément. Ok, et donc du coup, dernier point hyper intéressant, c'est concernant ta méthode, parce que toi, tu réfléchis à cette méthode depuis des années, tu as fait un outil extrêmement complet et très poussé, et donc ça te permet de trouver des cryptos à fort potentiel sur plein de critères. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Avec grand plaisir. La méthode, déjà, je la décris en 33 vidéos. Si on regarde tout d'affilée, c'est 9 heures de temps. C'est quand même assez condensé. Il y a de la théorie, de la pratique. C'est parfaitement accessible aux débutants. Et il y a aussi des astuces pour les personnes les plus avancées. Il y a des tutos sous mes vidéos. Et puis, ça, c'est juste le package. Et la personne, non seulement elle est montée en compétences, mais à la fin de la formation, à la fin de ces 9 heures de temps de 33 vidéos, eh bien, elle a son portefeuille qui est prêt, qui contient des cryptos. Elle a un journal de trading. Elle a mis les ordres de vente et elle sait exactement quoi faire 1 heure par semaine. Ça, c'est le package avec juste la formation. Et puis, une partie d'entre eux, s'ils veulent, ils peuvent venir dans le groupe privé Telegram. Et là, bah, ils sont en contact avec moi tous les jours. Je me connecte plusieurs fois par jour pour répondre aux questions. Je les adore, c'est un super groupe. Et je l'ai subdivisé pour les gens pressés parce que j'ai beaucoup d'apprenants qui sont des gens, soit des professionnels qui ont beaucoup de responsabilités, qui voyagent, soit ils ont des enfants à la maison. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui n'ont pas le temps. Ils vont pas rester devant les courbes. Ils apprécient énormément de pouvoir mettre les ordres de vente en avance et de pouvoir se connecter juste quand ils ont le temps. Alors, ce que j'ai fait pour ces gens-là, en fait, c'est que j'ai séparé mon groupe privé en deux. Il y a le groupe annonce où il y a que moi qui publie dedans, que les trucs super importants, ce que j'achète, les replays des lives. Je fais des lives 1 fois toutes les 2 semaines. Et il y a le groupe discussion. Ils sont reliés les deux, mais le groupe discussion, en général, mes apprenants, ils l'ont sur silencieux. Et là, on discute toute la journée. Ils me posent des questions, je réponds. Super ambiance. Et voilà, ça, c'est le groupe privé Telegram. Et alors, tous ceux qui ont accès à mon groupe privé, ils ont accès à mon logiciel de score en entier. Donc, ils vont dans la discussion avec le bot, ils tapent barre oblique le nom de la crypto, enter, et en quelques secondes, ça leur sort la page avec tous les paramètres de la crypto, tous les détails. Et comme ça, ils peuvent voir les points forts et les points faibles de la crypto. Hein,
Tu Attends, peux même partager ton écran si tu veux. ouais, je vais te faire ça. Tac, Nous partager. montrer un exemple et vous allez voir, moi j'y ai accès. Et c'est vraiment super bien. Ouais, super. Alors là, je donne l'exemple de A à V. Ben, on peut voir que... Attends, je vais mettre du jaune. Voilà, comme ça, on voit mieux. On peut voir ici que la TVL, hein, la Total Value Loss, donc l'utilisation des outils d'AAV, est montée en flèche, alors que le prix est monté juste un petit peu. Mm, On peut voir par rapport aux tokenomics dont on parle. Alors ça, c'est le nombre d'abonnés Twitter. Les tokenomics dont on parlait tout à l'heure. Si je descends, voilà. Ici, ils ont déjà distribué 94% des cryptos et depuis leur plus haut historique, ils ont distribué seulement 13%. Donc, ça veut dire qu'il y aura peu de force à la vente et que ça va pas empêcher le prix de remonter. Ce qui est assez exceptionnel pour une si longue période. En fait, c'est parce qu'avant, il s'appelait Lend, L-E-N-D. mm. Ah oui. Et ils ont changé en 2020. Et du coup, ils avaient déjà distribué pas mal de tokens. Voilà. Et du coup, ben, en fait, tout est cliquable ici, hein. Tout est cliquable. On peut aller voir les sources. Si je veux voir, OK, je vais voir sur GitHub qu'est-ce qu'ils sont en train de développer. Par exemple, voilà, qu'est-ce qu'ils développent? Ils travaillent sur ça, ils travaillent sur ça, ils travaillent sur ça, etc. Mm. J'adore ça. J'adore espionner tout ce qu'ils font. Voilà, donc après, quelqu'un qui est dans mon groupe privé, ben, il peut demander, ben, il fait barre oblique le nom de la crypto, il en fait autant qu'il veut, hein. Il peut en faire des centaines par jour s'il veut, quoi. Il peut regarder n'importe quelle crypto. Et en plus, comme je mets à jour 7600 cryptos tous les jours, et ça augmente automatiquement au fur et à mesure que les cryptos arrivent sur CoinGecko et CoinMarketCap, eh bien, il va pas demander 7600 cryptos tous les jours pour voir laquelle a le meilleur score. Donc, je distribue 2 fois par jour un PDF qui s'appelle Best Score et qui montre quels sont les meilleurs scores du moment selon plein de paramètres, selon les narratifs, selon plein de critères. Il y a même des scénarios. Ouais, ouais, non, non, il y en a même un maintenant depuis peu. Il y en a un sur les meilleurs scores parmi les mêmes, mais c'est un scénario. Les mêmes qui ont un très haut score de sécurité. Ouais, je m'amuse bien avec ça. C'est ça. Et c'est vrai que je connais aucun autre outil qui est aussi complet, avec autant de critères de tri. J'en connais pas un meilleur que celui que tu as créé. Bon, il a coûté un bras, et ça se voit. Ouais, et moi aussi, moi non plus, j'en connais pas, et pourtant je connais toutes mes sources et je connais plein plein d'outils à travers le monde, parce que en fait, le cauchemar, ça s'appelle la réconciliation des identifiants. Si je prends des données, je sais pas, de n'importe quelle source, et que je dois décider dans quelle crypto je mets quelle info, Mm, ça, je dois réconcilier les identifiants en fait. Alors si j'ai le numéro de smart contract, c'est facile, mais la plupart du temps, il n'est pas là. Et donc, j'ai mis au point toute une technologie qu'on appelle le matching avec mes différents développeurs. J'ai 6 développeurs hein, avec moi. Là, ça nous permet vraiment d'automatiser la réconciliation. Et c'est ça, franchement, c'est un cauchemar pour les entreprises. Moi, j'adore, hein. Pour moi, c'est un jeu, hein. J'adore ça. Mais pour les entreprises, elles préfèrent avoir juste une ou deux ou trois sources parce que sinon, c'est l'horreur pour elles de faire ça. Parce qu'en plus, moi, j'ai des centaines de sources et elles n'arrêtent pas de changer. Tout d'un coup, ils changent le nom d'un champ, t'as un truc qui marche plus, il faut réagir au quart de tour. En plus, on a plein de systèmes d'alerte qu'on a mis en place avec mes développeurs. Dès qu'il y a un truc qui cloche, boum, on est alerté, on peut le réparer tout de suite. C'est un travail permanent. mm. Donc, je comprends pourquoi il n'y a pas d'outils qui a autant de variété. Vraiment, je les comprends. C'est juste pas dans leur core business. Mm. Du coup, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en dessous avec toujours ce code promo de 10%. Donc, bah, profitez-en. C'est valable jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà. Bah, merci beaucoup, Chantal. C'était un réel Merci. plaisir comme à chaque fois. Et peut-être qu'on pourra refaire une interview avec plaisir. Avec grand plaisir, Jonathan. Merci pour ton accueil.